Bon les gars, c'est terminé les vacances, il va falloir se réveiller, reprendre l'entraînement et arrêter de faire des tractions en extérieur, des footings, etc. Et se refocus maintenant parce qu'il y a plein de compétitions qui arrivent. Donc pour rappel, 21-22 septembre, BSLC Rookie en Belgique. Alors 12-13 octobre, la FNSL Espoir à Nantes. N'hésitez pas à venir. Le 2-3 novembre, Final Rep en Allemagne, les championnats d'Europe. Le 16-17 novembre, duo mixte A-Squad et Atlas Corporation. Le 24 novembre, Annecy Street Event avec un cash prize. Et les 3 premiers week-ends de décembre avec les compétitions Only, championnat de France. Ouais, comme ça frérot, comme ça. Ah mais vous êtes là monsieur? Donc là, brièvement pour cette vidéo d'aujourd'hui, on va se répartir en 3 parties. Le avant, le pendant et le après compétition. Et on va tout te détailler pour vraiment que tu réussisses ta première compétition ou une compétition que tu prépares. Essaye de ramener un peu le pec vers la barre. Ça c'est sûrement un exo que tu as fait cet été, mais c'est terminé. On est à 6 mois d'une compétition et Ariles il va t'expliquer en détail ce qu'il va falloir faire. 6 mois à l'avance au minimum, et si tu es débutant peut-être un peu plus, il faut que tu commences par une phase de construction. On veut dire par une phase de construction, c'est une phase d'accumulation de volume et d'acquisition technique. Entraîne-toi au standard de compétition, ce qui veut dire connaître très bien le règlement de la compétition que tu veux faire. Dans notre cas, ça sera le règlement FNSL. Essaye de te renseigner sur tous les mouvements, si je peux donner des petits exemples. Le muscle up, ne pas faire de flexion de hanche, ne pas faire de rebond scapulaire. Pour les tractions, pareil. Pour les dips, essayez d'avoir l'adepte, de bien connaître sa technique, et ça se fait avec ton coach. Pendant votre phase de construction, vous pouvez vous permettre de faire des exercices un peu moins spécifiques, histoire d'avoir une préparation un peu plus générale. Et après 3 mois avant une compétition, c'est là que vous devez transitionner vers du travail de force avec des entraînements un peu plus spécifiques, avec des schémas de répétition un peu plus courts, peut-être incorporer moins de variations de mouvements, moins de mouvements qui servent un peu à rien pour la compétition. Peut-être arrêter les tractions australiennes comme le faisait Marco avant. Sur cette phase, vous devez faire encore plus attention à votre technique. Essayez de traquer méticuleusement votre poids, vous aurez une meilleure composition corporelle, et 2, vous allez connaître exactement la meilleure catégorie de poids pour vous. 6 à 7 semaines avant une compétition, tu devrais planifier avec ton coach un picking, où là on est très spécifique et on baisse le volume au fur et à mesure, où là on est vraiment sur des schémas de répétition de 1 à 3 répétitions pour du coup. Là, l'objectif du picking est d'optimiser la performance et de réduire la fatigue. C'est pas déconnant d'être très fatigué pendant ton picking, et c'est là que le taper rentre en jeu. Le taper, c'est quoi? C'est 1 à 2 semaines à peu près où tu réduis le volume, où tu fais de la récupération active pour justement réduire au maximum la fatigue, pour maximiser la performance. Toujours avec ton coach, essaye de préparer une feuille de match, que ce soit dans une feuille de papier ou un G-sheet, où tu mets tes premières barres, tes deuxièmes barres, tes troisièmes barres, avec les incrémentations minimum et les incrémentations maximum. Ta première barre, ça devrait être ton 3 RM au minimum. Et sur des mouvements où tu as peut-être des difficultés techniques, essayer de commencer en plus léger, puis faire des incrémentations minimales. Dors bien et optimise ta récupération, surtout pendant les dernières semaines. C'est pas déconnant pour des athlètes, surtout de haut niveau, de les voir faire des spas et des saunas, justement pour maximiser leur récupération et être à la meilleure forme le jour J. Prépare-toi mentalement, mets-toi des objectifs clairs en compétition, évite de te comparer avec tes concurrents, parce que 1 mois avant une compétition, tu auras la liste des participants, et sur Instagram, tu verras des gens faire des PR, poster leurs vidéos. Il faut savoir que sur les réseaux sociaux, ils vont pas poster leurs échecs. Essaye vraiment de ne pas te comparer à eux et de pas trop prendre au sérieux. C'est plus facile à dire qu'à faire. Peut-être bloquer les stories de vos concurrents, ou bien une solution un peu plus extrême, c'est vraiment de réduire votre temps d'écran et vous concentrer beaucoup plus sur vous-même. Prépare ton sac en mettant le même matos que tu utilises à l'entraînement. N'oublie pas ta magnésie. Prépare-toi des plats et des sources d'énergie, de glucides, pour que tu sois au mieux armé en compétition, parce qu'une compétition de streetlifting, ça dure assez longtemps quand même, et il faut que tu sois dans les meilleures conditions toute la journée. Je te rappelle que tu peux toujours retrouver la formation gratuite, le guide du streetlifter, et je te mettrai le lien en description en bas de la vidéo, où tu retrouveras donc une partie sur la technique, la programmation, et ce qui pourra déjà te donner des bases solides pour établir un programme cohérent. Attends, mais gros, tu prépares une compétition, tu sais pas faire un dips? Il y a une rep ton dips là. C'est quoi le problème? Ariles, écoute-moi bien. Déjà, quand tu vas arriver à la compétition, tu fais ton sac, tes affaires sont prêtes, tu vas avoir besoin
exactement du même matos que tu as à l'entraînement. Ok, comme ça te met en confiance et tu as tout ton matos. Qu'est-ce qui doit être dans le sac Tes de élastiques, tous les... magnésie, ceinture de lest, corde. Et après, si tu as besoin de faire le squat, ceinture de force, genouillère. Si tu as besoin de coudir, mais bon, sur certaines compétitions, c'est pas à vérifier sur le règlement. Et les chaussures de squat, protège-dents et bande de poignet. Ton sac est prêt, direction la compétition. Donc quand tu arrives à la compétition, premièrement, tu as la pesée. Donc tu essaies de trouver une catégorie de poids où ton poids du corps, c'est ton poids de forme. Ok, faut pas que tu fasses de cut, faut pas forcément que tu fasses de prise de masse, un poids du corps où tu es constamment bien. Donc tu as plusieurs catégories de poids, tu en as 6 chez les hommes, moins de 66, moins de 73, moins de 80, moins de 87, moins de 94 et plus de 94. Et donc pour les femmes, tu en as 5, moins de 52, moins de 57, moins de 63, les moins de 70 et plus de 70. Donc le poids c'est hyper important, ça serait bête d'arriver à la compétition, de foirer ta pesée et d'être disqualifié à cause de ça. Te mets pas de pression là-dessus, prends un poids où tu es large. Après la pesée, tu vas devoir annoncer toutes tes premières barres, donc sur tous tes lifts. Ok, avec la feuille de match que tu avais vue en amont. À la suite de ça, tu vas devoir annoncer aussi la hauteur du rack à squat et ton écartement, si c'est possible, au niveau des dips. Donc après tout ça, il y a le warm-up. Ok, donc tu te mets dans la zone d'échauffement. Je te conseille de te placer entre 40 et 50 minutes avant ta première barre. Donc tu te mets bien ta première barre en tête pour t'échauffer autour de celle-ci. Pour les échauffements, quels échauffements je devrais choisir Moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de trouver une routine quotidienne que tu as sur tous tes entraînements. Comme ça, tu fais des choses que tu connais, ça te mettra en confiance. Le but, c'est de pas te faire n'importe quoi, tu te mets en confiance, tu te mets dans ta compétition. Donc après, sur les incrémentations, comme je te l'ai dit, tu fais comme si c'était à l'entraînement. C'est des choses que tu as déjà vues aussi auparavant. Ne te précipite pas. En tout cas, essaie d'avoir entre 4 et 7 minutes entre ton prochain lift. Okay, pendant ton échauffement, tu vas avoir besoin de t'hydrater, de manger, que ce soit sur toutes tes épreuves ou tous tes warm-up. Donc en hydratation, moi je te conseille d'avoir une boisson qui est riche en électrolytes, avec des glucides aussi. Ne te bourrine pas avec des boissons gazeuses, ça peut te donner des petits maux de ventre. Pour ce qui est du pré-workout, si tu as l'habitude d'en prendre, prends-en légèrement. Ok, moi je te conseillerais entre les tractions et les dips, c'est là où tu as besoin de plus de nerveux. Vu que le muscle up c'est un mouvement qui est assez technique, on va éviter de se précipiter et trop s'énerver. Et tu peux même commencer un petit peu au niveau des tractions, mais franchement au niveau des dips c'est nickel. Si t'as pas l'habitude d'en prendre, n'en prends pas. Ok. Et en termes d'alimentation, prends-toi un repas, ok, riche en glucides et en protéines que tu peux manger entre tes tractions et tes dips, ou même entre tes dips et ton squat, ok, parce que c'est un mouvement où on a besoin quand même d'être lourd, d'avoir un petit peu de choses dans l'estomac. Attention non plus à pas trop manger. Tu peux aussi avoir des petites sources de glucides, que ce soit des fruits, des bonbons, des fruits secs ou du jus que tu peux manger entre tes lifts, tu vois, pour avoir quand même une petite source de glucides pour éviter d'être un peu mou. Comment je fais en compétition si jamais je suis en stress ou si jamais je suis trop hypé, trop excité, etc. On le sait tous, hein, une compétition c'est stressant. Le but, c'est de faire le meilleur total possible. C'est des mois et des mois d'entraînement pour arriver à cette compétition. On a tous envie de faire des records personnels, donc on se met tous une petite pression quand même là-dessus, forcément. Et puis, il y a aussi cette rivalité avec les adversaires. Moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de faire des choses simples. Comme je te disais tout à l'heure, tu te fais des petites routines. Comme ça, t'es comme si tu étais à la maison. En fait. C'est comme si tu étais à l'entraînement. Tu t'échauffes avec des warm-up et ta routine que tu connais. Tu te mets dans ta bulle avec tes écouteurs. Tu évites de blablater à gauche, à droite, tu vois. Tu te mets pas la pression au début et après la hype, elle viendra un petit peu après, ok, lors de tes passages. Le premier passage, de toute façon, c'est vu sur la feuille de match. C'est des choses que tu connais, ok. C'est des barres que tu connais. Ton warm-up aussi, il t'aidera à réajuster si tu as besoin ta feuille de match en fonction de ton état de forme du jour. Donc, si tu sens que ta première barre, ça va être peut-être juste un petit peu haut, tu peux réajuster ta feuille de match. Donc si tu as besoin de réajuster ta première barre, n'hésite pas à demander au staff, tu as jusqu'à 5 minutes avant la compétition pour pouvoir réajuster ta première barre. D'où le fait de mettre des incrémentations minimales et maximales pendant la feuille de match. Ouais, c'est ça. La première barre, essaye de rester sur les standards, ok. La première barre, c'est la plus importante parce qu'elle te permet de rester dans la compétition, ok. Ça serait bête d'être disqualifié juste parce que tu as loupé tous tes essais sur une première barre. C'est pour ça qu'il ne faut pas overshoot. Donc pour éviter de contre-performer, tu as l'avantage d'avoir la feuille de match. Donc vu qu'elle est vue en amont, ça évitera d'avoir des mauvaises idées ou des fausses idées. Tu essaies d'avoir une feuille de match qui est réelle et qui est envisageable. Il est bon, hein. Il est bon, hein. Ok, après ma première barre, du coup, qu'est-ce que je dois faire Donc après chaque passage, il ne faut pas oublier que tu as 2 minutes pour pouvoir tirer ta deuxième barre ou ta prochaine barre, ok. Sinon, tu as un ajout de 2,5 kg qui sera fait automatiquement. Et moi, ce que je te conseille, c'est de te faire filmer, ok. Soit tu as un coach, soit tu as quelqu'un proche à toi, tu peux te filmer, comme ça tu peux réajuster ta deuxième barre. Si ta première barre elle a été validée, une fois que tu as annoncé ta prochaine barre, tu peux commencer à te placer dans ta bulle, te re-hyper légèrement, et là tu peux commencer un petit peu à t'énerver, ok. Attention, comme je te le disais sur le muscle up, à pas trop t'énerver, vu que c'est un mouvement qui est assez technique. Donc le deuxième essai, une fois qu'il est validé, place au dernier
Le dernier, c'est du bonus. Tu essaies quand même d'optimiser, mais là, c'est là où tu te hype le plus, tu t'énerves vraiment, parce que c'est la dernière barre. Donc attention cependant, avec la hype et le fait de s'énerver, tu as beaucoup de gens qui overshoot. Donc beaucoup d'athlètes qui se retrouvent à faire un total beaucoup moins bien que ce qu'ils avaient prévu, parce qu'ils se sentaient beaucoup trop hypés par la compétition en fait, et ils overshoot toutes leurs prochaines barres. Okay, donc ça aussi c'est l'avantage de la feuille de match, c'est de voir et de ajuster en fait tes barres pour éviter d'overshoot. Un coach, ça te permettra aussi de pouvoir réguler, d'avoir un avis extérieur. Si je loupe un essai, comment je dois réagir? Qu'est-ce que je dois faire? Si ton premier essai il n'est pas validé à cause d'un standard, moi je te conseille de garder la même charge, ok, et te concentrer à fond sur ce standard pour vraiment te focaliser là-dessus et essayer de le valider. Si ton deuxième essai il a été loupé à cause d'un standard, tu peux éventuellement réajuster et augmenter un tout petit peu la charge si le RPE était vraiment facile. Le but en compétition c'est d'optimiser ton total. Vaut mieux gagner 1 ou 2 kilos sur ton total que d'en perdre 5 ou 6. Okay. Ah putain, j'arrive pas, ça me saoule. Et oui, c'est les aléas du post-compétition et je vais t'expliquer pourquoi il est dans cette situation. Allez, viens avec moi, je vais t'expliquer. Tu viens de finir ta compétition et il se peut que tu ressentes une fatigue assez importante qui peut se prolonger sur plusieurs semaines selon les individus. Et ça, en fait, c'est totalement normal d'avoir le nerveux dans les chaussettes après une compétition. Tu as demandé à ton système nerveux un gros effort, un effort qu'il n'avait pas l'habitude de fournir sur des intensités aussi importantes. En plus de ça, les compétitions de streetlifting, elles durent assez longtemps. Donc c'est quand même très taxant, très épuisant. Il se peut également que tu ressentes quelques douleurs articulaires. C'est pour ça qu'il va falloir prendre le temps de récupérer et adapter en modulant l'intensité et le volume de ton entraînement. Fais vraiment bien attention à ça, surtout en post-compétition. Il n'est pas rare de voir certains athlètes prendre carrément 1 voire même 2 semaines de récupération complète sans sport pour vraiment récupérer à 100%. Et ça, c'est pas un truc que tu es obligé de faire, mais c'est un truc qui peut être nécessaire dans des cas particuliers quand l'athlète vraiment on ressent le besoin. Le troisième point aussi du post-compétition, ce qui arrive souvent, en fait, c'est une perte de repères, une perte de motivation, d'adhérence au programme. Et c'est aussi, encore une fois, c'est pas du tout anormal de ressentir ce genre de sentiment. Pour ça, pour pallier à ce problème-là, il va falloir en amont anticiper les choses avec ton coach ou toi-même. Te prévoir des blocs peut-être un petit peu moins spécifiques, prévoir des choses que tu n'as pas l'habitude de faire, des choses que tu as eu envie de faire pendant la phase de préparation. Et donc en gros vraiment kiffer, prendre du plaisir à l'entraînement. Donc ça c'est un truc qu'on peut anticiper et qu'il faut anticiper. Donc là j'ai parlé du cas où tu n'aurais pas de compétition a priori dans les mois après celle que tu viens de faire. Mais il se peut que dans 2 mois, 3 mois après ta compétition, en fait tu dois en refaire une. Donc là il va pas s'agir de relâcher la pression, d'être moins spécifique, etc. Parce que là il reste peu de temps. Il y a peu de temps entre les 2 compétitions. Donc là il faut que tu adoptes une stratégie qui est totale inverse, à l'opposé total, c'est-à-dire qu'il va falloir que tu te remobilises très rapidement. Et c'est pour ça qu'on préconise souvent de mettre au moins 6 mois entre chaque compétition. Ça aussi, c'est un dialogue que tu dois avoir avec ton coach ou toi-même. Tu as bien compris, en fait, il faut laisser du temps entre chaque échéance pour reconstruire parce que sinon tu vas sans cesse être sur des phases d'exploitation et tu vas jamais construire. C'est un risque de blessure beaucoup plus important, une stagnation, voire une régression. Après cette phase de récupération qui peut être moins spécifique, forcément, tu l'as compris, tu vas reconstruire. Et en fait, tu vas répéter ce cycle, en fait, grossièrement, de construction et d'exploitation. Donc, c'est des cycles qui peuvent se répéter comme ça, selon les échéances que tu vas sélectionner. Donc dans une vision long terme, et si tu veux toujours continuer à progresser, à performer en compétition, mais surtout, et j'insiste vraiment là-dessus, à prendre du plaisir, tu dois savoir anticiper les choses. Tu ne peux pas faire les choses au jour le jour. Du coup, j'espère que cette vidéo t'a plu. Comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu t'abonnes à la chaîne si ça n'a pas déjà fait. Je te le dis aussi, on a toujours la formation gratuite, le guide du streetlifter, disponible gratuitement. Je mettrai le lien pour le télécharger. Et donc, est-ce que cette vidéo t'a aidé, Ariles? Alors franchement, elle m'a beaucoup aidé là. Pour la prochaine compétition, du coup, je vais pas trop me foirer au squat. C'est quoi la prochaine compétition que tu prépares? Alors je prépare la compétition mixte de la Ace Squad en essayant
de choper le cash prize. Ok, et toi, le végétal? Moi, c'est FNSL France. Ok, donc vous avez vu, c'est dans 1 an, Eh oui. donc c'est dans longtemps. Faut garder la mentale. Donc on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Ciao!